Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 5. La rétro-ingénierie appliquée. Une extraordinaire avancée de la technologie humaine. En mai 1989, Bob Lazar révélait au monde entier que le gouvernement américain procède en secret à de la rétro-ingénierie sur des ovnis cachés dans un lieu secret nommé S4, situé à 20 km au sud de la zone 51, près de Groom Lake dans le Nevada. Il déclara aussi que le fonctionnement de ces engins, basés sur l'antigravité, dépend d'un mystérieux élément inconnu, nommé élément 115. Ridiculisé et attaqué de toutes parts, personne ne l'avait cru à l'époque. Pourtant, en 2004, une équipe de scientifiques découvre l'existence de l'unimpincium, l'élément 115 du tableau périodique. Incroyable, Bob Lazar avait donc raison. Est-il possible de converser à distance avec des vaisseaux spatiaux intergalactiques? Est-il possible de créer des matériels capables de s'auto-assembler et de s'auto-réparer en cas d'avarie? Est-il possible de concevoir des matériels supra-intelligents capables de s'auto-gérer? Est-il possible de comprendre qu'une évolution et une adaptation spontanée de la société humaine puissent être envisagées? Est-il possible de modifier le niveau de conscience des bactéries, des virus et des cellules par une intervention sur leur ADN? Un modèle d'analyse et de conception utilisant l'ADN cellulaire est-il envisageable? Chaque être humain, mais pas seulement lui, est composé de quelques 100 milliards de cellules. Cela lui suffit pour lui permettre d'obtenir une conscience indépendante apparente. L'utilisation de l'algorithmique informatique, quantique ou génétique, permettrait de formaliser des conceptions d'adaptations évolutives plus conséquentes. Une auto-organisation permanente des groupements cellulaires permettrait aussi un niveau organisationnel et évolutif supérieur. Lorsqu'un signal chimique est émis à partir d'un groupe de cellules, ce signal se déplace dans toutes les directions à la même vitesse. Cette diffusion chimique est un moyen de coordonner une quantité exponentielle de cellules. Des instructions, à partir d'un médium cellulaire, se diffuseraient dans toutes les directions, même en tenant compte des particularités de traitement de chaque cellule et de la disparition d'un certain nombre de ces cellules. Des instructions globales permettraient à plusieurs millions de cellules de se coordonner en simultanéité, soit pour maintenir un équilibre, soit pour créer une nouvelle organisation. Utiliser ces procédés à l'expansion globalisée de la conscience humaine, propulserait l'humanité tout entière vers un avenir de compétences et de savoir utilisant d'autres échelles exponentielles. La différence entre la rétro-ingénierie et l'ingénierie traditionnelle réside dans les possibilités déjà affirmées de l'utilisation de processus déjà confirmés. La recherche ne démarre pas de l'inconnu vers diverses spéculations, mais du connu vers des applications envisageables. La différence est d'une très grande importance. Au lieu de fonctionner par tâtonnements successifs, il suffit d'utiliser les applications efficientes pour pouvoir toujours progresser. C'est la période des technologies utilisables comprenant des possibilités continuellement exponentielles. L'informatique n'est plus numérique. Elle possède maintenant 2 perspectives. L'une est quantique et l'autre est génétique. Ces 2 perspectives peuvent-elles être associées? Les 2 fonctionnent dans l'infiniment petit. Cependant leur rôle, pour l'instant, semble être dissocié et incompatible. Ces perspectives n'apparaissent pas non plus associables avec le numérique actuel. Les systèmes de base utilisés apparaissant particulièrement divergents. Leur autonomie est prévue pour pouvoir être totale, d'abord pour leur survie, et puis pour leur nécessité d'adaptation permanente. C'est dans ce but que le système apparaissant le plus performant sera utilisé. L'ouverture vers la nanotechnologie, actuellement en cours d'élaboration, dans plusieurs domaines particuliers, débouchera vers la réalisation d'une conscience autonome supplémentaire pouvant être au service de l'espèce humaine, dans son unité, mais également dans sa collectivité. Un élément d'électronique génétique implanté, par exemple, sera non seulement un objet de surveillance concernant le fonctionnement génétique de chaque individu, mais aussi de la mise en œuvre de la réparation concernant tout élément déficient dans son organisme.
Il sera aussi le moyen d'obtenir un volume exponentiel de connaissances. Il sera, aussi, un moyen supplémentaire du contrôle des masses de population devant fonctionner selon un programme prédéterminé. Ces populations resteront-elles munies de leurs autonomies, seulement apparentes comme actuellement, ou deviendront-elles des robots manipulés totalement dépourvus d'autonomie? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 5. Un rapide historique. En 1989, un physicien nucléaire était engagé par des services militaires des États-Unis, en qualité de chargé d'une mission, top secret, dans un établissement gouvernemental également secret, concernant des recherches sur les UFOs, désigné sous le nom de code ONES-4. Sa mission était de devoir reproduire le système de propulsion d'un appareil volant, d'origine externe à notre planète. Dès les premiers essais nucléaires et les premières explosions atomiques, des observations en masse d'ovnis ont été répertoriées sur ces sites sensibles et à leur proximité. Un signal venait d'être donné aux entités de l'univers que cette planète abritait une forme technologique d'un haut niveau et une société avancée. De nombreux récits, considérés comme autant de légendes, font état de chariots de feu, traversant le ciel, et ce, depuis des siècles. Des peintures rupestres datant de 7000 ans montrent des extraterrestres et des ovnis, parfaitement authentifiés. C'est à partir de ces explosions de bombes atomiques que des vagues déferlantes d'ovnis ont pu être observées individuellement ou collectivement, filmées et photographiées, partout sur la Terre. Parmi des documents gouvernementaux, top secrets, récemment divulgués au public, l'un d'eux confirme qu'un UFO, accidenté, aurait été récupéré, dans sa totalité, le 7 juillet 1947, près de la base de Roswell au Nouveau-Mexique, dans un but de recherche scientifique. À l'époque, un premier communiqué militaire faisait état de cette récupération. Face à l'engouement suscité par cette révélation, ces mêmes militaires divulguèrent une information contradictoire. Ils s'adaptèrent ensuite à des directives qui consistaient à récupérer un maximum d'observations et de pièces à conviction sur ce sujet, tout en dénigrant systématiquement toute allusion sur les faits, afin de détourner l'attention. Le président Harry S. Truman, alors le 33e des États-Unis, décida de créer une équipe en charge de cet épineux dossier. Le Majestic 12, ou MJ-12 était né. Son rôle était d'obtenir un maximum d'informations sur le sujet des UFOs tout en cachant son impact. Ce n'est qu'après de nombreuses actions judiciaires, concernant la liberté d'accès aux informations, que quelques dossiers ont pu être dévoilés. Certains de ces dossiers font état de la récupération d'appareils et de témoignages particulièrement dignes de foi. Tous ces dossiers faisaient d'abord référence à l'impérative nécessité de la sécurité nationale. Divers dossiers militaires de conclusion précisent que ces objets sont bien réels. Les objets y sont décrits comme ayant des caractéristiques particulières de construction et de déplacement, incompatibles avec ce qui est connu par la technologie humaine. Il y est précisé qu'ils représentent un avantage technologique particulièrement avantageux. Toutefois, malgré la volonté du gouvernement américain de vouloir contrôler la situation, pour pouvoir maintenir une crédibilité sur sa sécurité nationale, l'ampleur des phénomènes aériens ne le leur permettait plus. Aussi, un dispositif de contrôle militaire permanent fut mis sur pied. Certains pays, comme le Brésil, divulguaient des photos et des informations concernant le passage des ovnis sur leur territoire. Il devenait de plus en plus difficile, aux autorités militaires américaines de pouvoir continuer à occulter la réalité de ce préoccupant sujet. Des objets volant à des vitesses supérieures à 10 000 km/h, s'arrêtant brusquement et stationnant au-dessus du Capitole, observés par de nombreuses personnes dignes de bonne foi, firent l'objet d'un grand questionnement. L'US Air Force déclara que ce qui avait été vu, filmé et photographié par le public, n'était rien d'autre qu'une inversion de température. Une tactique officiellement fut mise en œuvre pour pouvoir gérer la situation. Elle consistait en un protocole militaire destiné à éduquer, tout en démystifiant le phénomène UFO. La nécessité de négation scientifique s'imposait. Le discrédit systématique était organisé avec mensonge à l'appui. Seules des explications douteuses devaient être livrées. Dans le même temps, un rapport officiel de l'US Air Force, en date de janvier 1953,
précisait que les manœuvres, apparemment contrôlées, observées par des personnes éminemment compétentes, de certains objets volants, doivent être considérés d'une origine interplanétaire. Un projet, Blue Book, fut alors élaboré afin de réaliser une campagne globale de désinformation, à partir d'arguments scientifiques, sur les témoignages des civils. Il fut interrompu en 1969. Ce que le réseau militaire et le MJ-12 savaient depuis longtemps, la NASA, organisme chargé de l'exploration de l'espace, a été contraint de constater que toutes ces activités étaient complètement surveillées, dans l'environnement de la Terre, autour de celui de la Lune et aussi de celui de la planète Mars. Sa politique officielle a été d'ignorer l'existence des UFOs. Dès 1970, les sondes Viking firent des découvertes inattendues d'édifices inexpliqués à la surface de la planète Mars. Aucune explication sérieuse ne fut indiquée. Cependant, de nombreux témoignages d'astronautes laissaient augurer d'étranges rencontres, rapidement démenties par leurs autorités de tutelle. La version officielle faisait état de débris de l'espace et d'anomalies spatiales. Malgré tout, ce sont des centaines de milliers de témoignages qui ont été enregistrés et d'autres continuent à l'être à la constance d'un toutes les 4 heures. Le président Jimmy Carter, parce qu'il en avait été un témoin privilégié, selon un rapport officiel très détaillé, au temps où il n'était encore que gouverneur de la Nouvelle-Géorgie, voulait faire toute la lumière sur ce sujet, auprès de ses concitoyens, dès qu'il fut président. C'est avec un grand regret qu'il dut se résoudre à n'en rien faire. Les arguments qui lui avaient été exposés étaient trop considérables. Plusieurs discours du président Ronald Reagan et tout particulièrement celui de l'Assemblée générale des Nations unies en 1997, faisaient allusion à de possibles invasions envisageables d'entités extraterrestres. Une telle situation, disait-il, provoquerait une impérative nécessité d'entente entre tous les pays. La zone S4, selon certaines révélations, était dotée de plusieurs hangars abritant divers appareils d'une technologie inconnue par les quelques physiciens chargés d'en explorer les capacités. Leur rôle était de comprendre la technologie de ces appareils et de les reproduire. De nombreux essais en vol y étaient régulièrement organisés. Aucune information particulière ni formation adéquate n'était proposée à ces personnels hautement qualifiés. L'un d'entre eux précisa qu'il croyait, en les découvrant, que ces appareils volants aux formes particulières et plutôt en forme de double soucoupe inversée, étaient tous de conception humaine. Ce n'est qu'en découvrant l'intérieur de ces différents appareils, qu'il comprit qu'il lui fallait définir quel était leur mode de propulsion utilisé, et, pour lui, complètement inconnu. Les tests de vol, effectués à proximité immédiate, révélaient des utilisations énergétiques à haute tension. L'étude de leur système de propulsion lui révéla qu'ils étaient dotés de plusieurs grands amplificateurs de gravité. La particularité de ces amplificateurs consistait en leur positionnement indépendant les uns des autres. Ces dispositifs émettaient des ondes gravitationnelles. Un générateur de gravité permettait à l'appareil de quitter le sol. Contrairement au principe de propulsion de nos aéronefs qui consiste en une poussée vers l'arrière pour une propulsion vers l'avant en zone de vol, leur système était inversé. Dès qu'ils étaient stabilisés en mode stationnaire par un générateur, des générateurs de gravité étaient actionnés et créaient une distorsion, afin de suspendre la gravité. Une espèce de pente était occasionnée à un endroit de l'appareil et celui-ci n'avait plus qu'à descendre cette pente continuelle. Des déplacements particulièrement incongrus, pour notre compréhension sur les évolutions aériennes, rapportées par des témoins, s'expliqueraient par l'utilisation d'un seul générateur, utilisé en mode atmosphérique. L'utilisation de tous les générateurs de gravité, appelés configuration delta, ne devait être réalisée qu'en mode de propulsion spatiale. Une puissante source d'énergie entourerait ces appareils en vol en leur configurant un halo gazeux ionisé. Ce mode d'évolution serait appelé propulsion par champ d'énergie. Les différents appareils, alors à disposition, apportaient leur lot de particularités. Un sentiment étrange envahissait certains physiciens, chargés de ces études, lorsqu'ils pénétraient à l'intérieur de ces spacecraft. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 5. La DDHC. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Son préambule.
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Proclamation. Le Conseil national de transition de France est l'organe gouvernemental officiel de la France ayant vocation à la représenter conformément aux règles et usages du droit international.
Sa légitimité est établie formellement par les textes fondamentaux de la Constitution française qui indiquent clairement que toute violation de la souveraineté nationale, sous quelque forme que ce soit, oblige à une réaction du peuple représenté par n'importe quel citoyen ou groupe de citoyens ayant décidé de revendiquer au nom du peuple tout entier. Il est donc l'émanation du peuple français instauré et composé à l'initiative de tous les groupes de citoyens, hommes, femmes et enfants, déterminés à libérer la France du pouvoir politique oppressif et illégitime exercé par des individus ou entités félons trahissant son histoire, ses valeurs fondamentales et sacrées, son honneur et sa réputation aux yeux et au cœur des autres nations. C'est pourquoi 1. Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui est reconnue par l'ensemble du peuple comme la base fondamentale de la Constitution française. 1 à 1. Rappelant que le 29 mai 2005, le peuple de France s'est prononcé par référendum, à près de 55% contre le traité constitutionnel européen, TCE, que des dirigeants français normalement élus pour respecter ce choix démocratique et valablement exprimé, n'auraient pas dû ouvertement bafouer cette décision en imposant ce traité de manière perfide sous le nom de « traité de Lisbonne », malgré le refus clair et précis des citoyens. 2. Considérant que depuis le 13 décembre 2007, cet acte de forfaiture suprême a délégitimé tous les individus, partis et institutions impliqués, qui ne représentent donc plus le peuple français et ne sauraient le faire à compter du 10 jours. 2 à 1. Considérant que cette trahison du peuple français a été systématiquement aggravée au cours des années qui ont suivi, par des choix scélérats et de véritables infamies envers la nation sur au moins 4 aspects fondamentaux de sa souveraineté. 2 à sa force économique, par la vente injustifiée, aux plus mauvaises conditions du marché et au pire moment, d'une part importante de ses réserves d'or garantes de stabilité monétaire, 600 tonnes d'or, de ses industries stratégiques et de ses richesses nationales. 2.1b. Sa force armée, en la mettant sous le haut commandement de l'OTAN et au service inadmissible et félon, car incontrôlable, de puissances étrangères. 2.1c. Son indépendance législative, en faisant supporter à toutes les activités économiques et sociales françaises des normes établies par une Union européenne que les Français ont majoritairement et démocratiquement refusées, normes qui ont déjà provoqué de graves dégradations économiques, sanitaires, sociales et culturelles, et menacent les générations futures. 2.1d. Ses libertés publiques et ses droits privés inaliénables, en bafouant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui est pourtant l'un des 3 textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958 à valeur constitutionnelle confirmée par le Conseil constitutionnel français depuis 1971. Ces dispositions font donc partie du droit positif français et les placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France. Cette proclamation solennelle et en vigueur rappelle, garantit et protège les droits naturels constatés et imprescriptibles de tous les Français, ces droits étant la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 11 de la Déclaration de 1789 devant ici être rappelé, la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Force donc à l'urgence absolue d'une réaction du peuple désormais évidente. 3. Dénonçant et mettant le peuple en garde contre les lois anticonstitutionnelles autorisant l'espionnage généralisé des communications privées des citoyens et restreignant leurs droits d'expression et donc la liberté, qui sont ainsi non seulement une violation gravissime des principes énoncés dans cette déclaration, mais conduisent clairement à l'établissement d'une dictature où la souveraineté a pu se retrouver confisquée par un petit nombre de dirigeants et de groupes nantis ou corrompus à la solde d'intérêts hostiles, incompatibles fondamentalement avec le bonheur de tous les Français. 4. Considérant que la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible et que toute atteinte à ce principe engendre une violation intolérable à la Constitution en vigueur. 4 à 1. Considérant qu'il convient, qu'il est légitime et qu'il est sacré d'unir toutes les forces contre un pouvoir exercé illégitimement, arbitrairement ou dictatorialement, lequel expose toute nation à un danger vital par l'ignorance, l'oubli, le mépris et la corruption. 4 à 2. Considérant le péril absolu que représente pour les Français et les générations futures le nouveau traité transatlantique, TAFTA,
que le pouvoir illégitime à négocier en secret et à signer sans l'accord des Français, référendum, et sans les informer de ses conséquences gravissimes sur leur vie économique, sociale et sanitaire. Et aussi. 5. Vu l'état de dégradation de la société française dans tous les domaines. 5.1. Au vu de l'affaiblissement international de la France, tant sur le plan économique que militaire. 5.2. Au vu de la perte flagrante de souveraineté du peuple français sur son territoire. 5.3. Au vu du danger des faillites économiques et sociales qui résulteraient du traité transatlantique. La proclamation de ce Conseil national de transition a donné en ce jour symbolique du 14 juillet 2015 au peuple de France, le moyen unique et l'occasion historique de recouvrer sa souveraineté. Cette proclamation a été annoncée en cet autre jour symbolique qu'est le 18 juin 2015 par ce préambule appelant à la mobilisation générale de tous les Français et de tous les défenseurs et amis de la France. La reconnaissance officielle par la France d'une entité représentative similaire ayant été validée par un ancien président de la République française, à propos de la Libye, le texte établi à cette occasion ayant été par la suite admis juridiquement par les pays de l'Axe OTAN USA qui l'ont validé, il n'y a donc pas lieu d'en nier la validité diplomatique, ni d'en discuter le fondement légitime. En Libye, le Conseil national de transition n'était constitué que d'une poignée de citoyens opposés au régime de M. Kadhafi. Au Yémen, il fut constitué par seulement 551 citoyens remplaçant l'ensemble du Parlement et du gouvernement. Dans le cas de la France, en cours de constitution définitive, il sera symboliquement composé de 2015 membres destinés à se substituer à titre transitoire à l'ensemble du gouvernement et du Parlement déchus par le courage du peuple. Sa prise de fonction est subordonnée à une mobilisation suffisante du peuple pour obliger les forces armées à assumer leurs devoirs patriotiques. Reste dans l'attente et s'effectuera dès une mobilisation du peuple suffisante, obligeant les forces armées à assumer leurs devoirs patriotiques. C'est ce qu'on appelle le nombre critique. En conséquence, depuis le 18 juin 2015, le Conseil national de transition a annoncé être la seule autorité légitime de la France, et prendra ses fonctions dès qu'une mobilisation du peuple sera suffisante pour que s'y rallient les corps armés. B. Ce Conseil national de transition exercera cette fonction de transition jusqu'à la décision du peuple français quant à son mode de gouvernance et au choix de ses institutions. C. À cet effet, le Conseil national de transition organisera immédiatement toutes les structures nécessaires permettant à l'ensemble du peuple de France de s'exprimer par des assemblées populaires régulières et ainsi, seul et démocratiquement, de décider de la réorganisation de la société française au niveau local, national et international. D. Des mesures provisoires seront mises en œuvre afin de rendre au peuple ses libertés, et, notamment, son autonomie, son pouvoir réel de légiférer dans l'intérêt général, et son indépendance financière économique et monétaire. E. Dans les 40 jours qui suivront la prise de fonction, une liste officielle des mesures immédiates de sauvegarde sera donc publiée par tous moyens et sur tous les supports possibles, laquelle précisera les modalités immédiates garantissant un nouvel avenir français, suspension des traités, lois et règlements contraires aux intérêts des Français, réalisation d'audits, d'amnisties et de nationalisations éventuelles. F. Tous les politiciens, gouvernements, parlements, conseils généraux et régionaux non démissionnaires, seront suspendus de toutes leurs activités à compter de cette prise de fonction. Nota bene. Les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, douanes et police sont au service du peuple français qui les entretient, et, à cet effet, elles ont l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple de France lors de la prise de fonction de ce Conseil national de transition, notamment en permettant et facilitant le libre accès en sécurité de tous les locaux appartenant à la nation française. Les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des administrations publiques à tous les niveaux, qui, à compter de la diffusion nationale de cette proclamation, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par ce Conseil national doivent comprendre qu'ils seraient inéluctablement considérés comme trahissant le peuple et toutes les valeurs de la France éternelle. L'objectif annoncé est la restauration en France d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple français attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et médiatiques.
Les forces armées de la nation doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter ce Conseil national et le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse de la loi suprême et des valeurs incarnées par la France, revenue au service de la nation et prête à la défendre dans l'honneur et avec vaillance, en particulier si des politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi de moyens scélérats, de forces mercenaires ou de troupes étrangères. Les traîtres devront répondre judiciairement de leurs actes étant ici rappelé l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui précise: la garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique, mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Si donc, des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du Conseil national de transition de la France, il serait alors du devoir de leurs subordonnés de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs armes, fidèlement restés au service du peuple. Toutes les mesures ont d'ores et déjà été prises pour offrir au peuple de France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme, que toutes les structures nationales seront préservées, et que ce Conseil national de transition n'aura d'autre essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation d'une nouvelle constitution établie et démocratiquement approuvée par l'ensemble de tous les citoyens de France. Précision, en raison de l'illégitimité du gouvernement depuis 2007 et de toute l'institution judiciaire et administrative par voie de conséquence, ce Conseil national de transition n'aurait aucune validité s'il était reconnu par l'État français actuel, sa promulgation ne peut être qu'internationale. Elle s'est donc effectuée par simple déclaration auprès de l'ONU et des 35 pays les plus importants. Déclaration du CNT à l'ONU. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Considérant le préambule de la Charte des Nations Unies. Résolu à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Et rappelant que dans son préambule, la Constitution de la Ve République dispose que « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. » Que la déclaration de 1789 présente comme « naturel, inaliénable et sacré » un ensemble de droits individuels et collectifs. Nous, peuple de France, tenons à informer la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, de la violation flagrante, grave et réitérée, des droits fondamentaux de l'homme, protégés dans notre pays par cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vigueur et au plus haut de la hiérarchie des normes, notamment depuis le 13 décembre 2007, date à laquelle un traité dit « Traité de Lisbonne » a été imposé à notre nation malgré un refus clairement et démocratiquement exprimé par les Français le 29 mai 2005. Et qu'en conséquence, la majorité du peuple français se trouve depuis cette date dans un état d'oppression. Rappelant aussi que l'article 2 de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen considère la résistance à l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Qu'un ancien président de la République française a créé une entité internationalement reconnue, le Conseil national de transition, pour donner un cadre légitime à cette résistance à l'oppression. En conséquence, nous, peuple de France, en date du 18 juin 2015, avons proclamé la création d'un Conseil national de transition, pour dénoncer l'illégitimité du gouvernement en place et résister à son oppression. En date du 14 juillet, ce Conseil national de transition, soutenu par des milliers de citoyens, a voulu revendiquer publiquement le juste droit à la souveraineté du peuple reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et par l'article 1, alinéa 2, de la Charte des Nations Unies, et en a été empêché par les forces armées au service de ce gouvernement. Depuis cette date, ce Conseil national de transition revendiquant la souveraineté du peuple, droit reconnu nationalement et internationalement, s'inscrit donc en résistance face à un gouvernement illégitime, donc dictatorial, et appelle au soutien de tous les défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui constitue l'un des fondements de la Charte des Nations Unies.
Au nom du peuple de France représenté par une majorité de 55% ayant voté « non » lors du référendum de mai 2005. Pour le collectif de citoyens du Conseil national de transition France, le 29 septembre 2015. Les fondateurs. Extérieurs à tout ce mouvement politique ou religieux, nous avons mis de côté nos émotions pour faire place au bon sens, à la logique, et à ce qui est juste. Les différences ne conduisent à la colère, aux haines et aux affrontements que lorsque ces sentiments sont exacerbés par des manipulateurs, mais ce n'est pas notre véritable nature. Nous avons voulu être la preuve que la diversité, unit, et donne la force d'agir, et avons lancé l'appel du 14 juillet. Ce mouvement collaboratif avance donc avec les idées, la participation, la volonté, et la force de toutes et de tous. En quelques mois, il a réuni des dizaines de milliers de gens, simples citoyens qui refusent les guerres et les crises qui se dessinent. Depuis le 14 juillet 2015, notre nombre a explosé, obligeant à une structure adaptée, afin de préparer ce Conseil national de transition à prendre ses fonctions aussitôt qu'il aura été reconnu par un nombre suffisant de citoyens. Les futurs membres du CNTF seront ceux qui déjà participent à son développement. Pour être efficaces, les membres du CNT doivent absolument avoir un certain nombre de connaissances sur la situation réelle de la France, du monde, des enjeux économiques, sociaux, sanitaires, éducationnels, institutionnels, géopolitiques, etc. Par ailleurs, ils doivent être aptes à travailler en équipe, compétents pour former ceux qui s'y intègrent, et déjà informés de l'ensemble du programme. Donc, en créant ce Conseil national de transition, en parvenant à mobiliser des milliers de personnes en très peu de temps par le mouvement du 14 juillet, le fondateur de ce mouvement et l'équipe à l'origine sont naturellement qualifiés pour poursuivre son action, complétée au fur et à mesure par de nouveaux membres sélectionnés, responsables de mouvements ou simples citoyens. Cette sélection par l'équipe d'origine sert à garantir les connaissances, mais aussi la probité de chaque nouveau participant, car il n'est pas douteux que toutes sortes de récupérations seront tentées pour dévoyer, corrompre ou détourner ce mouvement. Le fondateur et l'équipe d'origine étant constitués d'environ une centaine de personnes, toutes de simples citoyens, il y a déjà la diversité requise, médecins, avocats, ouvriers, retraités, routiers, auxquels viendront s'ajouter sans cesse de nouvelles compétences en provenance des citoyens et des divers mouvements actifs, jusqu'au nombre de 315 personnes qui représenteront donc la structure d'accueil des 1700 membres tirés au sort parmi les citoyens volontaires qui se seront inscrits à cet effet. Ces 315 membres d'origine seront animés par un conseil de sages d'une dizaine de personnes sélectionnées parmi eux. Tous agiront dans le cadre de groupes de compétences. Ces 10 membres, environ, constituant le groupe coordinateur établissent les stratégies et ne seront jamais affichés intégralement, car tous sont les garants de l'application du programme prévu, programme mis au point par l'ensemble des membres. Nous suivons donc tous un programme, et si l'un des dirigeants actuels venait à disparaître, les autres ne feraient rien d'autre que d'appliquer ce programme dans son exactitude. Le Conseil représentatif. L'ensemble des 2015 membres prévus. Ses missions. Il garantit et assure prioritairement l'autorité absolue du peuple sur tous les organes et institutions de l'État. Pour ce faire, sa mission essentielle consiste à organiser des assemblées régulières couvrant l'ensemble du territoire, qui permettront à tous les citoyens de France de participer à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Il garantit que toutes les décisions concernant la vie nationale seront prises directement par le peuple, référendum. Il supervise et contrôle les actions et missions de l'organe de gestion, voire ci-dessous. Il organise la création nationale d'une nouvelle constitution établissant les règles de fonctionnement de la nation en laissant à chaque citoyen du pays une totale liberté d'expression. Celle-ci s'exercera dans le cadre d'assemblées régulières qui se dérouleront localement, régionalement et nationalement, permettant ainsi l'expression des valeurs inhérentes, sociales, culturelles ou autres. Il organise simultanément un audit national, voire audit. Afin que l'autorité absolue du peuple soit garantie et pérenne, toutes les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, police et douane, ainsi que la justice et le ministère des Affaires étrangères, seront sous sa dépendance directe. Sa composition. L'équilibre de ce conseil représentatif exige que toutes les professions, corps sociaux et institutions soient représentés, si cela s'avérait nécessaire, de nouveaux ajouts de membres viendraient le compléter.
Ce conseil représentatif participera à l'action de l'organe de gestion par la délégation d'un nombre de membres équivalent à l'ensemble des spécialistes et experts qui composeront cet organe. Les membres restants se consacreront aux missions exclusives de ce conseil. La mise en place de ce conseil représentatif annule automatiquement la création des 13 régions européennes voulues par l'UE. Ce sont donc 27 régions françaises qui seront à pourvoir, 8 à 12 membres chacune. La répartition des membres du conseil représentatif s'effectuera donc par consensus selon les aspirations régionales de chacun. Les hauts fonctionnaires non démissionnaires dont la fonction essentielle consistait à protéger les intérêts des politiciens seront donc sous contrôle permanent de membres de ce conseil, préfets, sous-préfets, procureurs, etc. Bien sûr, à l'instar de beaucoup, nous pensons qu'il est indispensable de sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, si nous voulons conserver notre souveraineté et redresser notre pays. Mais ce n'est pas à nous d'en décider. C'est à l'ensemble des Français de le faire, munis des vraies informations quant aux implications et aux conséquences que nous subissons déjà. En revanche, et là c'est le rôle de ce Conseil, il devra garantir aux Français le cadre propice à la réflexion qui leur permettra de prendre les décisions majeures sur les sujets essentiels engageant nos vies et celles de nos enfants. Pour que le peuple puisse décider en toute connaissance de cause, ce Conseil doit lui en fournir les moyens, par la paix sociale concernant surtout l'aspect économique. Le stress permanent de la fin de mois n'est pas favorable à une réflexion sereine. L'octroi d'un revenu universel va donc libérer de cette pression en fournissant à la France le souffle économique dont elle a besoin pour relancer son économie. De plus, cette paix économique réduira la délinquance et offrira cette sécurité des personnes indispensables à la qualité de vie. La sécurité, c'est avant tout la profonde certitude de disposer du droit de son propre futur, c'est-à-dire d'être garanti d'une véritable justice par une autorité de l'État qui appartient à chacun et non à une petite caste imposant sa loi aux autres. L'impossibilité de corruption, tant au sein de cette autorité que des organes de gestion du pays, garantit de vraies informations, or c'est l'un des points essentiels, comment aujourd'hui ne pas douter de tout ? Tant de désinformation, de nouvelles tronquées, de manipulations médiatiques, il faut que nous retrouvions confiance. Confiance en nos institutions, en nos informations, en l'intégrité de tous ceux qui participent à la gestion du pays. Ce complet renversement est aussi essentiel à notre qualité de vie que la paix sociale. L'information vraie est une base fondamentale de la juste réflexion. Une chaîne de TV non financée par les multinationales pourra offrir à des journalistes indépendants, donc véritablement impartiaux, l'opportunité de laisser s'exprimer tous ceux qui sont aujourd'hui écartés des grands médias parce que dénonçant des malversations mettant en cause les intérêts de ces multinationales. On verra donc des débats sur tous les sujets brûlants, depuis la réalité de la dette à l'efficacité des vaccins, en passant par les nombreux systèmes de gestion autres que la République, autant de sujets qui ouvriront les yeux de beaucoup et permettront qu'une nouvelle conscience s'éveille, conscience utile aux décisions qui seront à prendre. Les référendums, nous avons tous notre mot à dire. C'est si simple et évident que nous devons nous demander pourquoi nous avons accepté si longtemps d'en laisser quelques-uns nous imposer leurs lois. Un pouvoir dont nous avons constaté qu'ils ne l'utilisaient qu'à des fins personnelles de profit et de pouvoir. Le référendum doit être beaucoup plus utilisé non seulement pour les décisions nationales, mais également pour les questions locales. Le pouvoir doit être décentralisé et rester proche des citoyens. Nos futurs représentants, aussi compétents qu'ils soient, et quel que soit le mode de gouvernance, doivent pouvoir consulter les citoyens pour le bien-être de tous. À l'heure où la technologie nous en offre toutes les possibilités, nous devons exercer notre droit humain le plus élémentaire, celui d'organiser nous-mêmes notre société en ayant pour but essentiel ce qui est le fondement même de notre nature, vivre dans le bonheur notre passage sur cette terre. Votons pour nos lois et non pour des hommes qui nous imposeront les leurs. C'est ce concept qui changera profondément la nature de notre société. Si ce Conseil national met tout en place pour permettre au peuple de s'exprimer et de décider, c'est pour enfin lui offrir la garantie qu'aucune décision importante concernant la nation ne se fera sans référendum. Travail, immigration, guerre, loi, etc. Tous les sujets majeurs ayant des répercussions sur la vie de chacun doivent être décidés par des référendums, après que toutes les véritables informations aient été fournies. C'est donc une suspension que va mettre en place ce Conseil.
C'est-à-dire suspendre tous les engagements et paiements jusqu'à ce que les Français prennent eux-mêmes la décision, paiement à l'Europe, règlement des intérêts de la dette, OTAN, etc. Cette suspension des divers paiements seulement justifiés par des accords pris par les politiciens, permettra de disposer des fonds nécessaires au lancement d'un revenu universel. La suspension de l'implication de notre armée dans des conflits qui nous sont étrangers enverra un message de paix très puissant à tous les pays du monde. La suspension de l'application des traités européens libérera l'agriculture et l'économie. Le revenu universel. La paix se fera dans le partage. Le fait de suspendre les paiements en attendant la décision du peuple libérera une disponibilité importante, à laquelle s'ajouteront les résultats de l'audit, l'absence des prélèvements et privilèges politiques, la cessation des faux travaux, des fausses subventions, des dépenses inutiles, l'établissement d'une fiscalité juste pour les grandes entreprises, etc., etc. Cette somme importante qui ne sera pas versée aux banques sera donc disponible pour les Français. Elle sera utilisée de la manière à la fois la plus juste, partage entre tous les Français, et la plus logique en l'utilisant pour relancer l'économie et en finir avec le chômage. Cet article illustre un concept ancien que les politiciens n'ont jamais voulu mettre en place car il obligerait à un partage des richesses que pour l'instant ils s'accaparent pour leur seul profit. Au bas mot, les premiers calculs indiquent qu'un minimum de 2 000 € par personne et par mois pourrait être versé à chaque Français de plus de 16 ans durant cette période de transition, estimée entre 1 et 3 ans. C'est donc une base minimum de 1 500 € que ce Conseil national de transition mettra en place peu après sa prise de fonction. Ce revenu universel sera conforté par une autre mesure qui assurera sa pérennité tout en permettant une meilleure gestion de la société en supprimant la plupart des impôts et taxes tout en restaurant l'environnement. Audit. Rétablir la vérité. Par ailleurs, il n'est que trop urgent de réaliser un audit sérieux durant ce temps où passent toutes les subventions. Pourquoi tant de financements vont à certaines associations plutôt qu'à d'autres ? Comment de grandes entreprises peuvent-elles, au grand jour, escroquer tant de gens, sans être le moins du monde inquiétées par la justice ? Ne faudrait-il pas examiner de près tous ces grands travaux de l'État qui échouent inexorablement toujours aux mêmes grandes entreprises ? Etc., etc. N'est-il pas temps de mettre tout à plat ? De permettre à tous les Français de connaître enfin la vérité sur tous les sujets ? D'ouvrir tous les dossiers secrets ? D'éclairer la mort de Coluche comme celle de nombreux, suicidés, juges, gendarmes, policiers ayant voulu trop en savoir. N'est-il pas temps d'enfin assainir notre société pour laisser nos enfants partir sur des bases éthiquement propres ? Cet audit ne pourrait-il pas être une belle opportunité de réconciliation nationale en utilisant des compétences diverses qu'on pourrait associer pour le bien de tous ? Un juge d'instruction appuyé par un expert comptable dirigeant de nombreuses équipes de chercheurs qui investigueraient toutes ces institutions, sociétés, associations, entreprises, etc. liées à l'État, ne mettrait-il pas au jour de nombreuses escroqueries, malversations, abus ? De telles équipes ne pourraient-elles associer des chefs d'entreprise, artisans ou commerçants à la retraite avec des jeunes de banlieue, très forts pour déceler les vices, et des représentants de l'ordre ou des militaires ? Situation qui aurait l'avantage d'effacer les fausses différences, d'ouvrir à chacun la connaissance, donc la compréhension de l'autre, de réintégrer tout le monde dans une société que tous participent à construire. Un travail énorme, mais aussi nécessaire que plaisant dans la mesure où tout cela se ferait publiquement, où tous les scandales seraient étalés sur la place publique, depuis les manipulations économiques, jusqu'aux organismes de formation ou sociaux qui ont toujours su encaisser des subventions royales mais n'ont jamais aidé ni formé personne. Et quelle magnifique opportunité pour tous les jeunes de France, sans distinction, de s'intégrer dans la société à titre égal, en ayant d'un coup une connaissance réelle de comment tout cela fonctionne. Une intégration qui, ajoutée au revenu universel, fera disparaître de nos rues l'insécurité, la délinquance. Et pour affermir cette réconciliation nationale, une amnistie générale de tous les délits mineurs sans violence, de tous les retraits de permis ou de points sans accident, de toutes les injustices commises au nom de la loi, la liste est longue. Nous sommes tous différents mais nous voulons tous le bien, pour nous, pour nos familles, et, pourquoi pas, pour nos voisins et tous les autres. Alors nous sommes tous unis et devons faire front aux manipulateurs qui essaient de nous diviser au nom d'idéologie, de religion, ou pour quelque motif que ce soit.
Nous y sommes parvenus à quelques milliers dans ce mouvement, sans moyens et en très peu de temps, alors c'est à notre portée de main à tous. La chronologie. L'instauration de ce Conseil national de transition ne se fera pas sans l'appui des forces armées, et donc par la décision qu'auront prise quelques hauts gradés de se mettre au service du peuple mobilisé. Parmi eux, les grades les plus élevés représenteront le Conseil auprès de tous les organismes et seront en charge des missions. Jour 1, installation, discours à la nation, ordre de mission aux forces armées. Jour 2, prise de contrôle effective d'une chaîne de TV, des services de police et de renseignement, et de la Banque de France. À chaque fois, réorganisation structurelle, et détermination de la mission attendue. Jour 3, réunion des ambassadeurs et détermination de la position française. Préparation d'une proclamation de paix au monde. Jour 4, détermination et préparation du mode de sélection des spécialistes qui seront appelés à participer à l'organe de gestion. Jour 5, préparation du tirage au sort qui sélectionnera les 1700 membres du Conseil représentatif. Préparation des mesures d'amnistie. Semaine 1, réorganisation structurelle. Semaine 2, mise en place de l'organisation générale, du Conseil représentatif et de l'organe de gestion. Libération des brevets liés à l'énergie libre et création d'un centre de développement. Semaine 3, commencement de la création monétaire, de l'ouverture publique des dossiers sensibles, TV, et préparation des équipes d'audit nationales. Semaine 4, référendum sur les sujets essentiels de l'actualité. Mois 1, mise en place de la structure. Mois 2, révélation publique sur les principaux sujets occultés, information réelle au grand public, premier résultat de l'audit. Mois 3, lancement du revenu universel, modification complète des structures sociales. Lancement des assemblées de citoyens, ouverture des espaces publics à leur intention. Mois 4, révision complète du système judiciaire par l'ensemble des assemblées. Le malaise français est ancien. Il a commencé par un ancien président de la République française en 1973, non pas par la fameuse loi Rothschild-Pompidou-Giscard, mais surtout pour avoir mis fin aux 30 glorieuses, par la fausse crise du pétrole à laquelle il s'est prêté pour commencer à réduire le niveau de vie des Français et créer le chômage qui ne cesse de croître depuis. Malgré de très nombreux lanceurs d'alerte, au cours des dernières décennies, la situation n'a fait qu'empirer pour atteindre le pire avec l'arrivée d'un autre président de la République française qui n'a servi que les intérêts des banques et multinationales américaines, allant même jusqu'à sacrifier notre force monétaire en leur cédant une grande partie de notre réserve d'or, et notre indépendance nationale en remettant notre armée aux mains de l'OTAN. Depuis, la France se dégrade de manière accélérée. Alors, pour en finir une fois pour toutes avec la pauvreté, l'insécurité, le mal-vivre, établir une gestion du pays basée sur le bon sens et la logique, pour redonner à la France tout son éclat, il faut un changement radical dans le mode de gestion du pays. Le constat que nos politiciens agissent en fonction de divers intérêts sauf ceux du peuple est fait depuis longtemps par tout un chacun. Peu importe de savoir s'ils sont motivés par la corruption ou simplement stupides. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le système qui les amène au pouvoir qui est à revoir, c'est-à-dire la République. Et c'est d'autant plus urgent que les programmes dont ils sont responsables mettent en danger la nation française. En ayant déclenché la guerre contre la Libye, ils nous ont associés malgré nous au massacre de centaines de milliers de civils. En Afrique, ils nous rendent complices d'une exploitation esclavagiste. En participant à la tentative d'hégémonie américaine, ils font de nous des cibles de la vengeance de peuples menacés ou meurtris qui n'ont d'autre choix que d'émigrer, aggravant nos propres problèmes de société. En acceptant la fausse dette des banquiers, ils nous oppressent économiquement, et par peur de notre révolte, ils mettent maintenant en place des structures de répression qui s'apparentent à une dictature, droit à la police de tirer à balles réelles sur les manifestants, surveillance policière d'Internet et de nos communications privées, droit d'expression de plus en plus restreint, etc. Non content d'avoir vendu l'or de la Banque de France pour des bons de cirque, d'avoir remis notre armée entre les mains des Américains, ils dilapident notre patrimoine ancestral, nos grandes entreprises, nos aéroports, nos réseaux d'énergie, de communication, et même l'eau de nos fleuves et nappes phréatiques. De quel droit ?
Et pour couronner le tout, ils veulent maintenant nous imposer les normes américaines par un traité transatlantique, TAFTA, qui livrera nos terres aux OGM, aux élevages industriels, et donnera tous les pouvoirs aux multinationales qui pourront même acheter nos institutions, TISA. Attendrons-nous que nos services de santé appartiennent à Monsanto, que notre gendarmerie fasse partie des effectifs des Academy, ex-Blackwater, et que l'éducation nationale remplace Voltaire, Montaigne et Montesquieu par Davy Crockett, Buffalo Bill et Kit Carson pour nous réveiller. Beaucoup de gens se battent pour des causes, donnent de leur temps ou de leur argent pour lutter contre la pauvreté, la maladie ou la destruction de la planète. C'est admirable mais tristement vain. Nous avons tous déjà ressenti ce sentiment d'impuissance face à ces causes perdues, car en réalité c'est sur leur origine qu'il faut agir, et non sur les effets. Or la cause majeure étant le système de sélection des politiciens, c'est donc le système républicain qu'il faut remplacer par un mode de sélection qui ne sera plus réservé à une petite caste servant toujours les mêmes intérêts au détriment de ceux du peuple. Des agriculteurs, en Auvergne, inondent la préfecture de Purin, d'autres en font autant devant les grandes surfaces en Bretagne, d'autres en Lorraine, tandis que des policiers manifestent à Paris, des infirmiers à Toulouse, des enseignants ailleurs, des routiers, des médecins, des chefs d'entreprise. Pétitions, grèves, manifestations, se succèdent, sans fin et sans solution. Il est temps que nous rassemblions tous sous un programme unique, virer les politiciens et gérer nous-mêmes notre pays et ce, de façon légitime grâce à ce Conseil national de transition. La charte 1. Conscience de la situation actuelle. Je, sous-signé, certifie être informé de la situation de notre société par la recherche de vraies informations sur Internet, la lecture d'articles en provenance de la presse libre et celle de plusieurs des livres indiqués sur la page dénommée « Les indispensables » du site web du Conseil national de transition, et, suite à l'analyse issue de ma réflexion personnelle, constate que la gestion de notre société par ceux qui en ont la charge devrait, en respect de la Constitution française et de sa plus haute hiérarchie qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, être soucieuse du bonheur de tous les membres de la nation française et du respect des droits naturels de chaque individu. Or, ces deux objectifs essentiels non seulement se soldent par un échec complet, mais surtout par un échec qui n'est pas dû à une conjoncture occasionnelle, mais à une volonté délibérée des dirigeants successifs à s'imposer comme des maîtres face à des sujets soumis qui ne les intéressent que pour l'exploitation économique qu'ils peuvent en faire. Le laxisme, la passivité, la soumission d'une grande partie de la population a incité ces dirigeants à accroître encore leurs exigences, leurs privilèges personnels et leurs pouvoirs. La renonciation de cette population à faire respecter ses droits naturels a conforté ceux qui en profitent dans le sentiment qu'ils n'avaient aucune limite à respecter, et force est de constater qu'il impose une restriction des libertés individuelles en violation flagrante de la Constitution. On doit bien constater qu'il en résulte une complète dégradation de notre société, de notre pays et de ses valeurs économiques, culturelles, sociales, morales. En conséquence, je suis décidé à utiliser tous les moyens légitimes et moralement corrects pour redonner sa place à l'homme et à la dignité humaine dans son environnement naturel à préserver. 2. Mes valeurs. La conscience des souffrances actuelles et à venir de mes concitoyens renforce ce sentiment d'humanisme qui exige de replacer l'individu au centre de l'intérêt général. Chaque naissance est celle d'enfant aspirant au bonheur durant son passage sur Terre, non celle d'un consommateur chargé d'assurer le profit de quelques-uns. Je considère qu'il est devenu vital de restaurer d'urgence l'humain dans toute sa dignité et ses droits naturels, tels que l'exprime la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vigueur et à la base de la Constitution française. J'ajoute qu'il me paraît indispensable, au regard de l'état de la planète et de ses habitants des différents règnes, que toutes les ressources naturelles soient dédiées au bien commun et gérées en conséquence. Enfin, au titre de la dignité humaine, mais aussi parce que la logique en impose l'évidence, je crois essentiel que le respect du vivant oriente notre éthique en remplacement des intérêts mercantiles. 3. Mon souhait issu du bon sens et de la justice. J'estime donc absolument indispensable que soient revus les paradigmes de notre société, et considère à cet effet que la seule solution à la fois logique, équitable et harmonieuse, est celle offerte par ce Conseil national de transition qui invite à une révision complète du mode de fonctionnement de notre société.
Je considère que l'implication de tout le peuple dans cette révision, sans qu'il soit tenu compte d'aspects social, ethnique, religieux ou autres, et dans les conditions citées par ce Conseil, est la garantie d'une future société harmonieuse dédiée au bien commun dans le respect des droits naturels de chaque individu. En conséquence, je reconnais comme seule autorité légitime de la nation ce Conseil national de transition, et m'engage à soutenir sa structure et ses objectifs qui, seuls, aujourd'hui, sont garants de la période nécessaire au peuple pour retrouver ses valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Je suis conscient que cet engagement réalisé à titre individuel implique automatiquement une responsabilité morale envers le bien commun, ce qui inclut les corps sociaux, institutionnels, professionnels auxquels j'appartiens ou que je représente. Je suis parfaitement informé de la portée de cet engagement, de mon implication dans la structure de ce Conseil, et de la solidarité qui me lie naturellement aux autres signataires de cette charte. Je m'engage formellement à mettre les intérêts de ce Conseil national de transition représentant tous les citoyens de France au-dessus de toute autre considération, de tout autre engagement, à l'unique exception de ma famille et de mes responsabilités envers elle. Si je manquais à l'un des quelconques aspects attachés à cet engagement, j'accepte par anticipation d'être démis ou démise de la dignité de membre de ce Conseil national. S'il ne s'agit là que d'exemples, ils permettent une prise de conscience sur d'autres modèles d'organisation de la société humaine. En conclusion, plus de 2 millions de jeunes Français sont en désespoir total, n'ayant plus aucune perspective d'avenir. La situation des agriculteurs, des petits commerçants est devenue tout à fait dramatique. Ils n'existent plus au sein de la société française. Par le seul fait que de telles situations inconvenantes soient évoquées, met les détracteurs sous la désignation de comploteurs. Pourtant, chaque année, en France, le 14 juillet permet de fêter la souveraineté du peuple et la promulgation des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi du plus fort, ou loi de la jungle, communément admise comme l'exploitation de l'homme par l'homme est tout simplement la notion de l'esclavage. Toutes les civilisations, qui se sont succédées sur notre planète, ont connu l'esclavage. Il s'agit d'un concept établi, appelé égrégore, qui se transmet de génération en génération. La condition d'esclave est donc ainsi acceptée et transmise. C'est une soumission à une forme de conditionnement et de sa transmission globalisée. Pendant le même temps, les dominants sont toujours plus dominants et esclavagistes. Les droits édités, en France, en 1789 ont bouleversé cette doctrine en soutenant que c'était la liberté, l'égalité et la fraternité qui devaient devenir le seul égrégore justifiable. Ce mouvement d'émancipation de l'humain venait bien évidemment contrarier les desseins des dictateurs. Ils ont alors organisé des illusions de démocratie. Ils n'ont eu de cesse de combattre les droits acquis par l'humanité, en continuant à occuper les postes décisionnels de la société. Ils ont continuellement réinstauré l'esclavage par de nouvelles normes d'asservissement de leurs concitoyens. Le refus d'intégration d'un revenu universel, pouvant être rapidement instauré en est le parfait exemple. C'est seulement l'arrogance de ces dominatories qui annihile tous les espoirs de liberté, d'égalité et de fraternité entre les personnes et les populations. Ils n'en veulent surtout pas. Aussi ont-ils décidé d'anéantir la France qui représente, à elle seule, tous ces symboles de 1789. La destruction de la France serait devenue leur principal objectif pour pouvoir reconquérir partout leurs droits d'aînesse. La soumission à l'autorité, enseignée aux enfants, dans les écoles de la France en est un triste exemple. L'implantation, déjà instaurée, d'une puce électronique, RFID, qui représente une identification par radiofréquence, est un autre exemple de soumission où le bétail humain devient une obligation de traçabilité, identique à celle des vaches. Le choix qui se présente alors, est soit de continuer à se laisser opprimer jusqu'à la disparition totale du peuple français et de la France, par voie de conséquence, ainsi que programmé, et d'être alors considéré comme traître, soit de désobéir aux injonctions des pouvoirs mafieux et criminels, oppressifs et dictatoriaux. Il convient de comprendre que c'est un pouvoir international qui prend toutes les décisions. L'humanité est actuellement dominée par les nations et les religions. Cette situation ne convient pas aux instaurateurs du nouvel ordre mondial. À cause de cela, ils ont décidé l'établissement d'un grand chaos préalable à la prise globale des pouvoirs par la dictature sur toute la planète.
Comment le grand chaos est-il organisé? Une première stratégie a consisté à faire entrer en Europe, et cela continue, des ethnies reconnaissables afin de pouvoir, le moment opportun, provoquer des guerres civiles organisées. Pour être en capacité de le faire, il leur est indispensable de réaliser un effondrement économique globalisé, auquel nous sommes tous en train d'assister. Cette situation permettra une lutte sanglante entre les différentes couches sociales pour leur seule éventualité de survie. Une seconde stratégie prévue est l'effondrement des banques et la disparition des sommes monétaires qui y sont entreposées. Les puissances monétaires, évidemment, profiteront de ce chaos, c'est le but final de l'opération. La société humaine va, ensuite, rapidement être répertoriée par caste et comparable au modèle existant en Inde. Toutefois, l'action ne s'arrêtera pas là. Il est également prévu des interventions sur le génome humain, par l'utilisation de divers ingrédients, afin d'atteindre aux capacités physiques de groupes humains désignés. Le programme étant de pouvoir mieux établir une nouvelle forme d'esclavagisme globalisé, sur l'ancien modèle du Moyen Âge. Le programme s'attaque aussi à la scolarité des enfants afin de les rendre plus dociles et obéissants, en modifiant leurs capacités intellectuelles. Il s'agit bien là de la mise en place d'une hégémonie. Il s'agit en réalité d'un complot contre l'humanité. L'élément déclencheur du processus prévu est la révolte contre le modèle ethnique et culturel musulman dont le déroulement de non-intégration a été particulièrement bien étudié et sera mis en exergue. Leurs répartitions au sein de l'Europe ont également été parfaitement organisées. D'énormes stocks d'armes seront mis à la disposition des intégristes, qui ne représentent pourtant que 1% des populations musulmanes, mais qui seront suffisants pour permettre de déclencher la rébellion prévue, au moment opportun. Des haines de part et d'autre seront orchestrées, progressivement. Les personnes seront ainsi conditionnées, les unes contre les autres. Il suffira ensuite de créer les conditions propices aux émeutes. Chaque ethnie ou culture aura l'obligation de choisir son camp, et la guerre civile pourra donc être déclenchée. Comment les Européens et les Français en particulier, ont-ils été conditionnés à assimiler tous les originaires à des terroristes? Cela est en fait très simple, il a suffi d'associer, depuis des décennies, le mot terroriste à djihadiste, afin d'instaurer un lien permanent avec les gens d'origine arabo-musulmane. C'est toute la population qui a été conditionnée à l'aide des moyens d'information qui sont tous à la solde des dictateurs. Cela s'appelle de la manipulation. Il est cependant facile de comprendre que les personnes, issues de l'Afrique et des autres pays de culture musulmane et qui viennent dans les pays européens, cherchent d'abord à fuir les inconvénients des extrémismes de leurs religieux et de leur culture, pour pouvoir adopter la culture, libre de choix, des droits de l'homme. Sauf que, leurs responsables religieux établis en Europe, préconisant l'islam, non seulement comme une religion, mais aussi comme une culture, comme une nation, et comme une civilisation, ont établi une ambiguïté semant le doute sur les véritables désirs d'intégration. Leur prosélytisme public outrancier n'a rien amélioré non plus. Les musulmans sont alors immédiatement perçus comme cherchant à imposer leur intégrisme à toute la planète. Cette erreur, malheureusement volontaire, sera très lourde de conséquences. Les citoyens sont tous des victimes de l'esclavage financier. La République garantit le pouvoir par la corruption. Celui qui détiendrait l'argent aurait donc tous les pouvoirs, si les nations adoptaient la République, selon Nicolas Machiavel. D'après ce philosophe du XVe siècle, les lois et la moralité sont des fictions qui ne s'appliquent pas aux puissants. Les dirigeants, toujours selon lui, doivent utiliser la ruse et le subterfuge ainsi que tous les moyens de violence et de crime pour maintenir leur puissance. Ce sont ces puissants qui sont à la tête des États, en se faisant passer pour des personnes justes et pures. Toutes les civilisations, y compris la nôtre, ont édifié le pouvoir à ceux qui n'ont aucune morale ni valeur éthique. Tous ceux qui n'ont aucun scrupule sont toujours sortis vainqueurs. La République est la situation idéale pour assurer le pouvoir aux mafias. Les candidats au pouvoir sont sélectionnés à partir des critères déterminés par les sociétés occultes, qui, elles, gèrent en finalité l'ensemble de la société humaine. La République serait donc un système garantissant la corruption. L'asservissement des populations y est ainsi garanti au même titre que dans les autres dictatures. Les systèmes mafieux organisés contrôlent tous les systèmes économiques de la planète, par une contrainte et une corruption correctement exercées.
Un plan de déstructuration de l'Europe aurait déjà été engagé. Le TAFTA, qui sera le grand marché transatlantique, est prévu pour faire appliquer toutes les normes des États-Unis aux pays de l'Union européenne. La culture des OGM y sera rationalisée ainsi que l'élevage intensif aux hormones et aux antibiotiques. La totale disparition des petites structures agricoles y est parfaitement programmée. Le programme, TISA, qui est un accord général sur le commerce des services, prévoit de faire disparaître les systèmes de sécurité sociale et les caisses de retraite. Cette situation permettra à certaines entreprises de mieux stimuler encore leur croissance internationale. Tous les services publics seront totalement privatisés. Aucun citoyen de l'Union européenne n'a été correctement informé sur les consensus établis dans leur dos sur ces accords. 1789 est mis en péril par le nouvel ordre mondial. Pourtant, l'éveil d'une conscience collective pourrait permettre une mobilisation et empêcher les affrontements qui sont déjà programmés. Les Français et les Européens sauront-ils saisir la seule opportunité qu'il leur reste de conserver leur dignité, afin d'éviter l'hégémonie de la future barbarie, déjà constituée par les dictatures? C'est tout simplement de la liberté de l'être humain dont il s'agit. Seul, un concept humaniste pourra rétablir les valeurs de 1789. Une union globalisée, pour la défense des droits de 1789, est la dernière chance. La lâcheté est le seul ennemi de la paix. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. En ce qui concerne les images d'illustration présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu'à titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur. Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être transcrite. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque